Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là malgré la chaleur, et puis merci à l'organisation pour tout le travail d'organisation, à l'association, pardon. Alors, on se voit là en fin d'après-midi pour parler ensemble de l'éco-anxiété. Donc, dans la structure du temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter quelques éléments conceptuels, quelques ressources, etc. Et puis, on va se prévoir un petit temps d'échange à la fin. OK? Donc, on scinde un petit peu en deux comme ça. On a les éléments principaux sur le PowerPoint, qui, à la limite, on verra après si vous en avez besoin. Dans tous les cas, ce qu'on va commencer par aborder, déjà, c'est de se mettre au clair sur la terminologie. Alors, on a besoin de se mettre au clair sur la terminologie parce qu'on est dans un monde qui évolue rapidement et qui a dû nécessiter ces dernières années de conceptualiser des termes qui sont nouveaux, même pour nous en tant que professionnels, tels que l'éco-anxiété, tels que la collapsologie, tels que la sostalgie. Et donc, on va revenir un peu sur ces termes pour les développer plus en détail. Il y en a que vous aurez certainement entendu, d'autres peut-être moins. On a aussi des séries et des films et tout ce qui va bien pour nous illustrer plusieurs de ces termes-là. Donc, on va refaire le point un petit peu là-dessus. On voit des choses sur la fin de tout. Oups, oh, si c'est bon. On voit des choses sur la fin de tout, etc. Et en l'occurrence, quand on parle d'effondrement, par exemple, eh bien, on n'est pas forcément en train de se dire que tout est en train de s'effondrer et qu'on ne va rien faire. Donc, on va reprendre au clair certains éléments. Alors, vous avez peut-être entendu parler de solastalgie. Solastalgie, pour le coup, c'est un terme qui fait partie des nouveaux mots qui ont été utilisés pour donner un cadre conceptuel, en fait, y compris à nous dans notre pratique, pour parler des symptômes d'anxiété et on va voir justement la solastalgie, c'est bien plus large. Ça décrit un ressenti qui est de plus en plus présent dans nos constats. Donc, terme de 2007, au niveau des racines, on a un sentiment qui est proche de celui de la nostalgie. Alors, dans la nostalgie, si vous voulez, vous êtes quelque part et vous regrettez un environnement qui vous manque. Dans la solastalgie, vous êtes quelque part et c'est votre environnement qui vous quitte. C'est-à-dire que c'est ce qui n'est plus et ce qui n'existe plus autour de vous qui vous manque. C'est ce en quoi on le rapproche en partie du terme de la nostalgie. Alors, par rapport au ressenti, alors on a notamment sur ce qui est conceptuel, l'ouvrage de Debiol, Alice Debiol, qui est une des premières à avoir écrit et conceptualisé des données sur ce terme. Et on a une définition courte, simple, qui décrit la solastalgie comme une perte de réconfort engendrée par l'altération d'un environnement ou d'un chez-soi familier. Quand on parle de solastalgie, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'on considère que l'environnement qu'on a autour de nous, que cet environnement-là va être très connecté à notre bien-être émotionnel. Et donc, on a comme ça vraiment deux environnements qui cohabitent, c'est-à-dire tout ce qui nous est interne et ce qui nous est externe. On entend de plus en plus et on fait le constat que nombre d'entre nous sommes très éloignés de ce qu'on peut appeler un passé écologique, c'est-à-dire vraiment le lien à la nature, la capacité à observer. Nous, dans les pratiques, on fait le lien avec ce qu'on peut appeler la pleine conscience, notamment, on y reviendra, c'est-à-dire la capacité à être plus dans le moment présent. Et cette terminologie-là, elle vise vraiment à décrire le mal-être qui peut être plus ou moins profond de la personne qui, sans avoir forcément les symptômes d'anxiété de quelqu'un qu'on nommera éco-anxieuse ou anxieux, ressent comme ça cette nostalgie et cette tristesse au regard de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, quand on parle de ce qui se passe autour de nous, on parle des changements négatifs, on parle de l'évolution de l'environnement et bien sûr de la pollution de manière générale, de l'empreinte carbone, de la destruction et tout ce qui va concerner l'environnement de manière très générale. Ce terme-là, donc c'est Albrecht qui l'a créé. J'en profite pour vous dire que, notamment dans l'ouvrage de ce monsieur,
vous trouverez d'autres termes qui ont été en fait conceptualisés pour nous donner des clés et des repères pour mettre des mots en fait sur une symptomatologie et des ressentis. Donc notamment, je vous parle d'un autre que j'ai pas mis là parce que je l'ai trouvé ce matin. On parle aussi de la mermérosité. Ça vous parle? Non? Ah bah non. En fait, on peut l'utiliser dans des pratiques thérapeutiques notamment. La mermérosité, c'est de racine grecque. Et là, on va uniquement décrire l'état d'anticiper un avenir qui est sans cesse négatif. C'est-à-dire vraiment la sensation d'être face à une machine qui avance et qui ne va que vers du pire, en fait. Donc, on a un mot maintenant pour décrire ce sentiment qui est la mermérosité. C'est davantage considérer la mermérosité comme un état d'esprit. Voilà. Et on a comme ça des termes pour nous décrire des sentiments, des états d'esprit et mettre des mots sur ce qu'on retrouve. Alors moi, je vous dis chez les patients parce que je travaille en cabinet, mais en fait chez tout un chacun par rapport à son ressenti. Dans cette solastalgie, eh bien, quand on en parle, on va parler d'étapes parce que bien évidemment, ce qu'on vient de décrire, on peut le vivre et le ressentir sans avoir tous le même impact, le même niveau de difficulté en quelque sorte par rapport à cet état émotionnel. Alors, on a ce travail d'Alice Desbioles qui en a nommé comme ça 5, qui sont graduels, dans lesquels on va avoir ce qu'on appelle l'ère pré-solastalgique, qui correspond à l'inconscience, à l'insouciance, en tout cas à la non-connaissance de tous les éléments factuels liés à l'évolution de l'environnement et à la dégradation des différents domaines et registres qui sont liés à ce thème-là. Et puis, ce qu'on observe souvent dans le discours des personnes, c'est qu'on bascule à un moment dans lequel, suite à une catastrophe naturelle, suite à un info, suite à une connaissance, suite aussi à l'environnement familial, à la sphère autour, eh bien, la personne va commencer à se renseigner. Et là, on va être face à des individus qui vont chercher de la connaissance, qui vont juste ouvrir un peu le champ de connaissance, le champ des possibles pour aller piocher des infos. Ce stade-là, sur le plan émotionnel, on va dire qu'il est encore gérable, bien que ça commence à devenir de plus en plus compliqué chez certains, lorsqu'on va réaliser que tout est interconnecté. Et là, ça constitue notamment un stade en tant que tel dans le travail d'Alice Desbioles, puisque ça constitue ce qu'on appelle étape 3. Je vous donne pas les étapes, mais vous suivez. J'en ai écrit beaucoup, mais vous faites pas que lire. Parce que je suis un peu scolaire, moi. Donc vous avez tout écrit, donc je vous interdis de regarder trop. Donc l'étape 3, c'est par exemple la personne qui va acheter sa voiture électrique pour faire vraiment un acte qui est plein de sens. Et puis qui va en fait s'apercevoir en se renseignant que la batterie de sa voiture, elle est produite en Amérique latine, en Chine, qu'il faut l'importer, que ça produit autant, et que finalement, chaque petite action, eh bien derrière, on a tout un ensemble d'éléments qui font que on impacte quand même la planète, on impacte quand même l'environnement, et finalement, on n'a pas de solution dans nos petites actions du quotidien qui puissent être... Alors, je dis pour le moment, on n'a pas. Après, ça dépend des courants de pensée, etc., mais qui puisse être à 100% dans le « je préserve l'environnement ». Et cette bascule-là, ce stade-là, eh bien, les personnes y arrivent en fait avec une évolution progressive et différente. Là, les structures d'étapes, ça peut être très long. On peut avoir des personnes qui vont passer en 1 semaine, comme ça, et puis d'autres chez lesquelles ça va prendre bien plus de temps. Dans la solastalgie, quand on arrive dans la solastalgie, justement, c'est qu'on arrive notamment à l'étape 4 et qu'on commence à se laisser envahir par le sentiment d'impuissance du « en fait, il n'y a pas de solution, en fait, quoi que je fasse, je suis trop tout seul, je suis trop petit, c'est des machines autour de nous, on est écrasé et j'y arriverai pas, quoi ». Et là, ce sentiment d'impuissance, on en reparlera plus tard. Dans l'éco-anxiété, il faut vraiment faire le lien avec ce qu'on appelle d'un travail de deuil. C'est assez similaire dans les étapes traversées. Cette étape-là, c'est celle qui peut basculer dans la dernière étape vers, là on a une belle citation de chez Furka qui a travaillé sur vraiment cet état émotionnel-là, qui dit que l'individu conscientise que la situation environnementale est globale,
que les solutions éventuelles à l'impasse écologique dépassent très largement sa seule capacité d'action ou celle de sa communauté. Et là, effectivement, on va avoir des affects à gérer, de l'ordre vraiment de la détresse et de la souffrance et d'un sentiment de solitude et de tristesse qui peuvent amener à des états parfois dépressifs. Et donc là, dans ce stade de solastalgie, vraiment, eh bien, on a de plus en plus de professionnels formés pour pouvoir proposer une aide, un accompagnement, des outils pour trouver les moyens de vivre différemment, en fait, ce qui nous entoure. Donc, solastalgie, c'est vraiment la description d'un sentiment. Sentiment qui est différent de ce qu'on appelle la collapsologie, qui est un concept récent également, puisqu'on en parle depuis 2010. La collapsologie, on est plus proche de ce qu'on peut appeler aussi l'effondrisme ou l'effondrement. La collapsologie, c'est vraiment, voilà, on a fait le constat, l'environnement va extrêmement mal, on est bien au fait des derniers rapports, des alarmes qui, au passage, ne sont pas récentes, et ça se dégrade en revanche actuellement tellement vite que l'effondrement est inévitable. Et quand on parle de collapsologie, on n'est pas juste dans un effondrement qui, par exemple, va concerner le réchauffement climatique. On est dans une conception de l'effondrement global. C'est-à-dire que c'est l'idée de se dire, ce qu'on véhicule actuellement sur le plan politique, notamment, c'est dans une logique de croissance. Et dans la collapsologie, on dit tout ça, les systèmes actuels, à la fois financiers, politiques, sociétaux, environnementaux, vont s'effondrer. Donc, une fois qu'on a en tête cet effondrement, comment est-ce qu'on fait avec l'effondrement? Comment on le traverse? Qu'est-ce qu'on met en place? Et là, dans la collapsologie, alors, on a du coup plusieurs comportements qui découlent. On a des comportements de création, par exemple, de communautés qui vont s'organiser ensemble et commencer à penser. On a des comportements qui vont être parfois un peu plus individualistes, du côté vraiment du survivalisme. Quand on parle de collapsologie et d'effondrement, alors on peut avoir en tête, il y a une série qui était sortie il n'y a pas longtemps sur le thème, on peut aussi avoir en tête des films bien plus dramatiques dans lesquels c'est la fin de toute forme de vie, en tout cas humaine. Justement, dans les travaux là-dessus, l'idée, c'est de sortir un peu de cet écueil-là et de se dire, eh ben, pas forcément. Alors, on a quelqu'un qui travaille, en plus je le lis pas le PowerPoint, donc vous pouvez le lire quand même, ça vous intéresse. On a quelqu'un qui travaille et qui a fait notamment le film, je crois que c'est Une fois que tu sais ou Une fois que l'on sait, qui est Pablo Sévigne et qui dit justement, on n'en est pas à considérer l'actualité comme la fin telle qu'on l'entend dans les séries ou telle qu'on l'entend dans les films. On est en train de se dire, il faut réouvrir le champ des possibles. Donc, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on raconte? Comment on crée de la renaissance dans tout ce qui est en train de se passer? En fait, on se base sur les catastrophes actuelles et dont on a conscience, et on se dit, eh ben, qu'est-ce qu'on trame à partir de maintenant pour élaborer différemment, pour penser différemment, pour s'organiser d'une autre manière. C'est-à-dire que la collapsologie, du coup, n'a pas forcément l'arrière-pensée catastrophique ou dramatique qu'on lui accorde de manière générale quand on en parle. Voilà. Collapsologie, on est plus, du coup, sur ce qui va se passer, comment on va le gérer et comment on s'intéresse à la question des catastrophes. On est moins dans la description d'un sentiment ou d'un état émotionnel, comme on en parlait dans la solastalgie, ou comme on va en parler par rapport à l'éco-anxiété. Alors, avant de vous parler d'éco-anxiété, je vous refais un petit topo. Celui-là, il est chargé, vous ne le lisez pas. Je vous refais un petit topo sur l'anxiété. Donc, l'éco-anxiété, en fait, dans la classification, c'est pas dans le DSM. Donc, je vous anticipe le PowerPoint. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une pathologie mentale. On est bien d'accord. L'éco-anxiété, on est même plutôt d'accord pour se dire, finalement, ça peut en partie être une réaction
cohérente et naturelle par rapport à ce qui est en train d'évoluer autour de nous. Et finalement, peut-être que cette forme de peur, à un certain degré, on en a besoin pour agir et pour ajuster son comportement. Ça rentre tout de même dans ce qu'on appelle l'anxiété de manière générale, ce qui n'est pas forcément le trouble anxieux. Quand on parle d'anxiété, on parle d'une émotion hyper désagréable à l'idée de quelque chose qu'on anticipe dans l'avenir. Nous, on fait vraiment un distinguo entre le stress, l'anxiété, l'angoisse. Stress, c'est la réaction immédiate, là tout de suite, à un stresseur qui va arriver juste après. Stress, c'est hyper physiologique. Vous avez des sécrétions de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline, donc toutes les sensations physiques qui vont avec. Accélération cardiaque, troubles du sommeil, parfois troubles digestifs, tout ce que vous connaissez d'une réaction qui est saine et naturelle par rapport à un stresseur externe ou interne. L'angoisse, c'est le stade après l'anxiété, en quelque sorte, et le stress, ce serait le stade avant l'anxiété. Je vous le schématise. Dans l'éco-anxiété, on est dans un niveau d'angoisse qui est déjà établi, avec un stress qui est sous-jacent et qui est permanent. Parce que la personne éco-anxieuse, on va parler juste après de ce que ça induit en termes de pensée et de ressenti, la personne éco-anxieuse, elle est pratiquement soumise, dans l'état actuel des moyens de communication qu'on a, à des stresseurs permanents. C'est-à-dire que les informations, ça c'est juste l'enfer, tous les moyens d'information, c'est encore pire, les discussions, et ce qui va raviver notamment des symptômes chez une personne éco-anxieuse, eh bien ça va justement être cette semaine-là avec le réchauffement climatique, ou pour les patients qui ont un niveau d'angoisse compliqué à gérer, quand ça les confronte encore plus dans l'environnement là concret tout de suite, on passe le stade encore plus compliqué à gérer, vraiment sur le registre de la régulation émotionnelle. Alors, quand on parle d'éco-anxiété, c'est comme la collapsologie tout à l'heure, bien évidemment, on a des niveaux. La personne ne va pas être aussi gênée qu'une autre, c'est très individuel comme ressenti. Et surtout, je le mentionne bien par rapport à l'anxiété, on a aussi, chez certains individus, ce qu'on appelle un terrain d'angoisse. C'est pas très beau, c'est que le terreau sous-jacent, du fait de l'environnement familial, des chocs émotionnels, de ce qu'on a traversé, du fait parfois de l'isolement ou pas, du manque de relations sociales, émotionnelles, eh bien notre sujet, il est déjà bien plus propice à développer cet état-là, parce que moins de facteurs de résilience, parce que c'est comme s'il y avait déjà un peu une faille. L'éco-anxiété, ça peut se greffer à d'autres troubles anxieux. On peut avoir une personne qui a un trouble anxieux avec bien d'autres symptômes depuis un moment et qui développe comme ça ces dernières années ou ces derniers mois une éco-anxiété qui va se greffer autour. C'est à peu près clair ? Ouais. Parce que vous ne souriez pas beaucoup, mais moi non plus. On va pas beaucoup sourire en fait. Bon, donc dans le stress, je vous le donne comme grille de repère par rapport à vous-même. Et après, je vous dis un peu comment on fait. Dans le stress, il faut qu'on ait en tête que on a plusieurs niveaux d'évolution. Le premier niveau, ce qui est gérable pour notre organisme et ce qui est gérable psychiquement, c'est la réaction d'alarme. Elle est gérable dans le sens assez saine. Le stress, il y a très longtemps, c'était bien dans les mécanismes de peur. La peur, ça n'est pas systématiquement dramatique ou dangereux. Si je m'approche du bord d'une falaise et que j'ai peur, je fais un pas en arrière, c'est la peur qui m'indique le comportement adapté. Bon. En revanche, le stress qui se prolonge, lorsque le stress se prolonge, c'est qu'on a une durée d'exposition qui reste. Donc là, bien évidemment, sur notre sujet de l'éco-anxiété, on a une durée d'exposition qui est permanente, avec à traiter en plus une accumulation d'informations et une dégradation assez rapide des éléments qui initialement nous inquiètent. Donc, notre système corporel et psychique, notre organisme complet, va entrer dans ce qu'on appelle la période de résistance. C'est-à-dire que là,
l'organisme, il puise dans ses ressources. L'organisme, il se met clairement sous tension, les symptômes évoluent et c'est là où on va avoir notamment rumination, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, parfois des troubles digestifs et des pensées comme ça, souvent des pensées autour des sujets qui nous préoccupent, qui sont ravivées par le discours de quelqu'un qui est juste révoltant, la vision des lumières allumées en pleine nuit dans les magasins, enfin des petites choses comme ça qui vont réactiver. Et en termes de stress, je vous parlais tout à l'heure de cortisol. Cortisol, c'est ce qu'on appelle rapidement l'hormone du stress. C'est ce qu'on sécrète dans cet état. C'est extrêmement déplorable pour l'organisme, puisqu'on sait que même sur le plan neurocérébral, lorsque le stress perdure, on a des répercussions, d'une part sur le fonctionnement de la pensée, c'est-à-dire planifier, s'organiser, l'attention, la mémoire, et d'autre part, bien évidemment, sur la régulation des émotions de manière générale. Le cortisol, ça met extrêmement longtemps à être évacué. Donc, quand on stresse, par exemple, une partie de la journée, en fait, on se sécrète du cortisol pendant encore les minutes après, parfois les heures après. Et on est dans un état comme ça qui épuise l'organisme parce qu'on prend dans ses ressources tout le temps pour élaborer, pour faire l'effort de rationaliser, puis on y arrive 2 minutes et puis on n'y arrive plus. Et la dernière phase d'évolution du stress, c'est ce qu'on appelle l'épuisement. Donc l'épuisement en termes d'évolution du stress, pour vous donner un peu un référentiel, même si on est d'accord que théoriquement c'est pas la même chose, hein, mais quand on entend parler de burn-out, ce serait un peu pareil. C'est le burn-out d'avoir été stressé autant, confronté à tant d'informations qu'on peut pas gérer. Donc, état d'épuisement, là, c'est de la fatigue et vraiment un état qui fait que on n'arrive plus à s'adapter. Donc, ce qu'on arrivait à faire en gérant notre stress avant, c'est-à-dire continuer une vie professionnelle, avoir des relations, continuer ses activités. Là, ça se complique. On a de l'isolement qui se dessine. On n'a plus envie, en fait, de faire ces activités-là. Parfois, on a vraiment l'impression de ne pas pouvoir déconnecter le cerveau du stress. Du coup, même au travail, ça devient compliqué d'allouer son attention à une tâche sans être parasité. Et là, bien sûr, on a des symptômes corporels qui sont visibles, hein, perte ou prise de poids, troubles de sommeil, là, ça va pas du tout. Là, éventuellement, on va voir quelqu'un où on en parle autour de soi, quoi. Donc, sans compter que le cortisol, ça joue beaucoup sur l'humeur. Donc, on devient plus très agréable quand on est en phase d'épuisement parce que notre humeur, elle a besoin d'un niveau de cortisol bas pour revenir à l'état de base qui est censé être celui de la joie et du bien-être, hein. Ça, c'était pour le stress. Ces phases d'évolution du stress, on peut les retrouver du coup chez l'individu qui souffre d'éco-anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éco-anxiété au clair? Si on synthétise, ça n'est pas une maladie mentale, on a bien compris. C'est un état d'esprit qui s'accompagne de ressentis et de sentiments, et on est sur une détresse à la fois psychique et vraiment existentielle, consécutive aux changements subis par l'environnement. Donc la personne éco-anxieuse, c'est une personne qui finalement a conscience d'au moins une grande partie de ce qui se passe autour d'elle. C'est quelqu'un qui est vraiment capable de faire coexister ce qui se passe à l'intérieur d'elle et son environnement de manière générale. Alors ça, on y reviendra, mais on n'a pas tous, selon notre éducation et nos capacités, la même propension à se représenter là maintenant comme étant dans un système beaucoup plus large en fait. En l'occurrence, plus on a cette empathie pour l'environnement, pour les autres espèces de manière générale, et plus on a ce sentiment de coexister, plus effectivement on peut être sujet à ce type d'éco-anxiété, puisque forcément on a moins le mécanisme de défense, de mise à distance qui peut s'installer, quoi. Dans l'éco-anxiété, comme on disait, il y a un niveau de stress qui est absolument constant, ce qui va rendre les choses compliquées à gérer. Alors, pour le moment, quand je vous disais c'est pas dans le DSM, c'est parce que le DSM, c'est ce qui référence les maladies mentales. Le DSM, du coup, il n'évoque pas l'éco-anxiété. On est d'accord. Je vous parle de DSM, mais le sous-entendu aussi qu'on a ensemble, c'est que tout ça, là,
c'est quand même une histoire de normal et de pathologique, et que là, dans nos sociétés occidentales, d'après les institutions qui créent le DSM, tel et tel symptôme, c'est dans telle structure psychique, là où on fait un petit détour, par exemple en Amérique latine ou en Afrique, et on n'a pas du tout, en fait, dans pathologique, la même définition de ce que nous, on retrouve ici. Hein. Mais l'anxiété, voilà, ça rentre quand même dans le DSM, mais pas l'éco-anxiété. Je vous ai mis une petite citation qui est jolie. « Bien que les blessures faites à la nature puissent provoquer un sentiment de perte de sens, voire d'indignation et de colère. » Donc ça, on va y revenir au ressenti, parce qu'on parle d'éco-anxiété, mais en l'occurrence, on n'a pas que l'anxiété comme ressenti. C'est bien plus large en termes d'émotion que le sentiment d'être stressé. On est vraiment sur un autre registre. Il est important de ne pas pathologiser des émotions ou des réactions normales face à un événement indésirable. Et en fait, de tout ce que j'ai lu, quand j'ai préparé pour vous voir aujourd'hui, de tout ce que j'ai lu, eh bien finalement, on se dit que la personne éco-anxieuse, c'est quelqu'un de sain, qui intellectualise et qui ressent, qui est finalement plutôt en adéquation avec son environnement, qui arrive à s'y connecter, et qui a une réaction naturelle face à quelque chose qui est en train de se passer et qui peut mettre à un moment donné dans l'impuissance. L'impuissance et l'abattement en tant que phase, c'est normal. C'est ce qu'on peut mettre en place pour réussir à en sortir qui va vraiment faire la différence. Et c'est là où notamment quand on a un terrain anxieux un peu plus sous-jacent, on peut patauger un peu plus pour sortir de cet état-là, parce qu'on a déjà plein d'autres angoisses à gérer ou parce qu'on a déjà une petite fragilité en fait juste à ce niveau-là. Donc c'est pas forcément grave en fait, hein, d'accord? C'est surtout qu'après je vous ai mis ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc les symptômes. Alors les symptômes. J'ai pas lancé le timer, du coup je sais pas du tout quelle heure il est. Merci. Donc les symptômes. Les symptômes, je vous les dépeins rapidement parce que du coup j'ai pas bien organisé mon temps. Il me reste une demi-heure pour faire les 3/4 de ce que j'ai prévu. C'est habituel. Du coup je vais m'adapter. Donc en fait les symptômes, eh ben on est dans de la nostalgie, des pensées tristes, de l'angoisse. On est dans difficulté d'endormissement, troubles du sommeil. Souvent les patients disent le petit vélo qui rumine. On peut avoir comme symptômes des attaques de panique. Attaque de panique, c'est encore un autre terme, parce que nous, on aime beaucoup les termes. C'est pour ça que je passe une demi-heure dessus. Pour parler de quelque chose qui est comme une crise d'angoisse. Voilà. Donc ça, on peut l'avoir hein, quand on est une personne éco-anxieuse. On va avoir des troubles de l'alimentation, on peut avoir un isolement, plus envie de faire les activités, plus envie de voir les autres, et surtout, difficulté à entreprendre des nouvelles choses. Parce qu'en termes de motivation, quand on souffre d'une éco-anxiété, comment on fait pour initier le projet en se projetant que peut-être en 2038, Paris c'est plus habitable, en 2100, la civilisation s'effondre. Donc finalement, je commence pas mon projet maintenant. Et moi, je vois même des patients qui lâchent, même en termes d'hygiène pour eux et de bien-être les concernant, parce que vraiment ce ressenti d'être un grain de sable dans une grosse machine qui s'emballe et qui de toute manière a un avenir déjà défini. Et donc, il y a vraiment une perte de sens, quoi. Ça peut être un des symptômes. On va retrouver, et ça, j'ai mis plus, c'est dans les symptômes, mais je pense que c'est plus une caractéristique qu'un symptôme. Des personnes qui, du coup, intellectualisent beaucoup par rapport à leur choix et par rapport à ce qu'elles vont sélectionner comme mode de vie, par rapport à ce qu'elles vont changer comme habitude. Et ça, c'est plutôt sain par rapport à ce qui les préoccupe. Et on a même il y a un psychiatre qui travaille sur la question et qui avait mis à la fin de son bouquin, je me rappelle plus la référence, qui avait mis à la fin de son bouquin, ben voilà, moi j'ai vu mes patients et en fait pendant tant d'années, je les ai rassurés. Donc voilà, lui il travaille en l'occurrence à Paris. Donc mes Parisiens inquiets, ben je les ai rassurés et tout ça. Je les ai sortis de leur culpabilité. Et puis en fait, ben peut-être qu'il fallait pas, parce que des gens qui ont une dose de culpabilité actuellement dans l'environnement dans lequel on est, eh bien en fait c'est sain, eh bien en fait on en a besoin et peut-être qu'il faudrait que tout un chacun parfois soit à peine plus culpabilisé. Seulement, forcément, la culpabilité à un niveau élevé,
Ça sous-entend qu'on prend la responsabilité d'événements qu'on ne peut plus contrôler. Et c'est là où, sur le plan de l'anxiété, on a une faille et un risque d'aller plus mal qu'une personne qui va être éco-anxieuse modérée. Mais, comme on a le travail d'Alice Desbioles, je vous avance un peu, je reviendrai, comme on a le travail d'Alice Desbioles, on a aussi des termes pour décrire ça. Donc, on va parler de plusieurs types d'éco-anxieux. Comme ça, vous choisirez votre catégorie éventuellement si vous y appartenez. Donc, je vous ai fait un beau schéma qui dit que on a ce qu'on appelle les éco-anxieux relatifs et les éco-anxieux absolus. L'éco-anxieux relatif, l'individu éco-anxieux relatif, c'est la personne qui a conscience, qui a des connaissances sur ce qui se passe autour de lui, qui a vraiment conscience de l'environnement, mais qui n'est pas submergée par la tristesse, le stress et tous les ressentis de l'éco-anxiété. C'est la personne qui est capable encore de faire la part des choses et qui reste adaptée en fait par rapport à son fonctionnement préalable. Dans les éco-anxieux relatifs, on va avoir ce qu'on appelle les éco-anxieux relatifs engagés et passifs. Les éco-anxieux relatifs, ils sont inquiets, vraiment, et ceux qui sont engagés, ils vont ajuster leur mode de vie, mais en restant la plupart du temps en adéquation avec leur environnement sociétal et culturel de manière générale. Ils sont pas en rupture par rapport à ce qu'est actuellement la norme, si je peux parler comme ça. Donc ça va être des gens qui vont consommer moins de poissons, moins de viande, réduire leurs déplacements, plus prendre l'avion, trier les déchets, etc. On va avoir aussi des éco-anxieux relatifs passifs qui, eux, vont avoir davantage peur du changement, plus de mal à quitter leurs habitudes pour X raisons personnelles, familiales ou sociétales, et qui du coup vont s'inquiéter, vont avoir conscience, mais qui n'agissent pas. Voilà. On est d'accord que ça peut rester aussi des stades, hein. On évolue. Hein. Les éco-anxieux, ce qu'on appelle éco-anxieux absolus, c'est vraiment pour décrire une symptomatologie de personnes qui vivent leur rapport au monde en permanence sous le prisme de l'anxiété. C'est-à-dire que l'anxiété, elle est permanente, elle est dans le traitement de toutes les informations, dans tous les choix au quotidien, elle est là au travail, elle est là à la maison, elle est là vraiment de manière constante. C'est pour ça qu'on choisit le terme d'absolu. On a une hypersensibilité qui est particulièrement forte, qui a des conséquences sur le quotidien. On retrouve assez régulièrement des passages d'état dépressif, soit des passages qui ont tendance à s'allonger ou à être chroniques, c'est-à-dire qu'en fait ça revient. Et au fond d'eux, eh bien, on va avoir ceux qui auront à un moment donné une bascule vers l'action et un engagement qui est complet, c'est-à-dire que là, on a vraiment un passage à l'acte et on se déploie par exemple vers des choix, alors on peut parler de choix radicaux, mais en tout cas ce sont des choix soit noirs, soit blancs. Typiquement, j'aurai pas d'enfant. Voilà, ça c'est un choix qu'on va mettre dans éco-anxieux absolu engagé, parce que les décisions, elles sont comme ça, globales. Lorsqu'on est dans un profil d'éco-anxieux absolu passif, c'est davantage parce que la personne est tellement effondrée que le sentiment d'impuissance prédomine et que du coup, la potentialité de se mettre en action est plus compliquée à aller chercher. Ok ? Donc, on parlait des ressentis. Je vous les passe, mais j'ai déjà, je pense, assez développé. On va avoir bien sûr la culpabilité. La culpabilité de se dire, ben là, il faut que j'achète quelque chose, je fais quoi? Je prends du neuf, je prends pas du neuf. Les cadeaux, je demande du neuf, j'en demande pas. Ma voiture, je fais comment? Mes trajets, je fais comment? Là, je dois y aller, mais je peux pas faire de covoiturage, donc je m'y prends comment? Et si on n'a pas le choix, en fait, si la personne est obligée, par exemple, de prendre l'avion pour un déplacement professionnel, là, en termes de ressenti, c'est absolument horrible, hein. La personne qui a ce ressenti d'éco-anxiété au décollage d'un avion et dans son avion parce que en fait elle devait aller à ce déplacement, eh bien si on n'est pas dans de l'anxiété absolue, la personne elle aura refusé. Hein. Sinon si elle est dans l'avion, c'est qu'on était dans quelque chose de relatif. Mais vraiment le sentiment de culpabilité, il est prégnant, avec la sensation parfois aussi de porter un peu pour les autres, quoi, de culpabiliser parfois pour tout le monde. Les patients, ils nous décrivent une culpabilité qui est énorme et qui va bien au-delà de ce qu'ils peuvent maîtriser dans la réalité des choses. On a bien sûr la peur,
de vivre les catastrophes, de voir l'insuffisance en eau, de voir les pénuries, de voir les guerres civiles, de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. On a la tristesse, bien évidemment la tristesse, de laisser ce monde-là et d'assister en fait à ce qui est en train de se dégrader. On a beaucoup, souvent la colère vraiment de la personne éco-anxieuse ou qui est dans la collapsologie, c'est d'entendre les ah mais c'est vraiment bien que tu fasses ça. Non, ça c'est super. Non, il faut vraiment faire comme ça. D'ailleurs, il faut des gens qui fassent ça. Hein. Non, il faut des gens qui aillent au festival Zéro Déchet et tout. Vraiment, il faut des gens qui fassent ça, mais nous on va pas le faire tout de suite. Ça, vraiment, ça les met très en colère. Et souvent, en fait, avec la tristesse, il y a une colère qui est énorme. Là, je vous parle de ce qui se passe au quotidien, mais on va pas rentrer dans le débat des choix politiques et compagnie. Là, bien évidemment, le ressenti de colère peut aller jusqu'à la haine. C'est une émotion qui est forte chez la personne éco-anxieuse. Et par rapport à ce travail de deuil, je vais développer un peu plus parce que c'est ce qui va pouvoir nous emmener en fait vers oui, mais maintenant que ça fait 40 minutes que je vous dis comment ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le travail de deuil, c'est pareil. On est sur le registre de ce comment nous on le considère dans notre culture actuelle en Occident, en France. On prend un travail de deuil dans une autre culture, tout ce que je vous dis là, c'est moins valable. Hein. Bon. Quand on parle de deuil, on parle d'étapes. Ces étapes-là, elles sont plus ou moins longues, selon ce qu'on traverse, selon l'individu. Et surtout, elles peuvent ne pas être équivalentes. On peut rester 1 an dans le déni et puis finir tout notre travail de deuil, là. Donc déni, colère, marchandage, tristesse, acceptation, plus rapidement. Ou on peut rester, entre guillemets, coincé dans la tristesse pendant très longtemps avant d'arriver au dernier stade, qui est celui de l'acceptation. Le dernier stade de l'acceptation, c'est celui qui va nous permettre de retrouver un équilibre fonctionnel dans lequel on est adapté et on va bien, sans que ce soit forcément le même que celui qu'on avait avant que toute cette flèche-là se soit installée, en fait. Donc, le deuil, c'est un procédé adaptatif, et bien sûr, c'est pas aussi linéaire que le dessin voudrait le laisser penser, on est dans des montagnes russes. Hein. Quand on parle de deuil par rapport à l'éco-anxiété, je pense que ça va vous parler. Le déni, c'est on veut pas voir, c'est pas possible, à la limite on se coupe un peu des infos, non mais c'est pas pour maintenant. Le déni, c'est laissez-moi tranquille avec ça, et là on peut mettre plein de mécanismes de défense en place. La colère, c'est il faut bien que quand même on puisse retourner une certaine colère contre quelqu'un, sinon c'est pas drôle. Donc c'est la faute des générations d'avant, c'est la faute des mauvais choix, c'est la faute des entreprises qui délocalisent, c'est la faute de tous les pays très éloignés, c'est la faute de grands décisionnaires, c'est la faute des banques, c'est la faute de tout un tas de monde. Et on a une phase comme ça de colère où la moindre personne qui jette un déchet, vraiment c'est insupportable, quoi. Ensuite, on a la phase de marchandage. Alors celle-là, elle peut nous faire sourire. Le marchandage, c'est cette semaine, je mange pas de viande, pas de poisson, mais en juillet, j'ai 15 jours, je prends l'avion. Ça va, du coup, ça s'équilibre. Ça, c'est sain dans le processus. Le marchandage, c'est je trouve un équilibre pour être d'accord avec moi-même, puis j'essaye de trouver des issues, parce qu'en fait, j'ai encore un peu du mal à accepter ce que je suis en train de réaliser. Et plus j'accepte, plus on arrive à la tristesse, et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, la tristesse, ce sentiment d'être abattu, là, il est complètement sain. En fait, il est même nécessaire pour aller jusqu'à l'acceptation et à la mise en action. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de normal. La tristesse, c'est ce qu'on aurait tendance à accompagner en disant « Non, mais t'inquiète pas, ça va aller », qui n'aide personne au passage. La tristesse, l'idéal, c'est d'être à côté de quelqu'un et de l'entendre se lamenter ou se vider en larmes pendant des heures et des heures s'il y a besoin. La tristesse, c'est la phase pendant laquelle on a besoin de vider tout le vase émotionnel, en fait. Cette phase-là, elle peut être plus ou moins longue. Parfois, elle arrive à « ça sert à rien de se battre, il n'y a plus de sens » et là, on peut tomber dans l'état dépressif. Et parfois, on reste dans un ressenti de tristesse. Et nous, en tant que psychologues, on dit « il faut accueillir vos émotions, même quand elles ne sont pas agréables ». Si on est sympa, on vous dit comment on fait. Sinon, dans les livres, on vous dit juste ça. Et vous vous débrouillez maintenant que vous savez ce qu'il faut faire.
Donc, ce qu'il faut retenir par contre, c'est que c'est pas la fin du processus de deuil et que à la fin du processus de deuil, on a l'acceptation. L'acceptation, c'est l'histoire du colibri. L'acceptation, c'est OK, à partir de ce constat, maintenant, j'ai suffisamment de ressources, c'est-à-dire de résilience, pour mettre en place des actions. Donc, je vais faire des choix, je vais prendre des décisions, je vais modifier mes habitudes ou bien je vais m'engager pour telle et telle association. Et là, on va en reparler dans le passage à l'action. C'est là où, attention, on ne se lance pas n'importe comment dans n'importe quel type d'action, sinon on est en burn-out en moins de 6 mois. Et ça, nous, des patients engagés, complètement épuisés, qui font un travail merveilleux, on en reçoit plein. Et en fait, leur travail, il est absolument fantastique, mais c'est envahissant, ça peut être envahissant au possible. Donc, on se lance dans l'action, mais quand même, on se préserve. Acceptation, c'est l'étape qui suit en fait la tristesse et qui fait qu'ensuite, on peut aller mieux. Alors, pour traverser tout ça, ce qu'on a vécu avant, les chocs émotionnels qu'on a eus ou pas, et puis en fait, la charge psychique de ce qu'on a à gérer à côté, bien sûr, ça joue. Hein. Je vous prends un individu qui a 2 deuils dans sa famille dans l'année, plus une éco-anxiété, plus telle et telle difficulté professionnelle. Ça va être bien plus long, par exemple. Et on sait aussi, ça c'est le fruit d'études, que quand même la stabilité du réseau relationnel autour joue. Voilà. Qui est concerné? Alors, un profil plutôt féminin pour le moment d'après les études. Parfois un terrain d'anxiété déjà présent. Et on voit bien, une partie des Français ont conscience de ce qui se passe. On retrouve ces derniers temps un constat qui est que la tranche qui véhicule ce sentiment d'anxiété serait plutôt entre, moi je dirais, 29 et 38, quoi. Enfin, sur cette dizaine-là, on a quand même une population qui ressent de plus en plus tous les ressentis qu'on vient de dépeindre et qu'on peut caractériser comme étant de l'éco-anxiété. Alors, les gens qui nous mettent en colère, eh bien, ce sont notamment ceux qui n'ont pas toutes les ressources pour aller dans le deuil et notamment traverser cette tristesse, et qui du coup vont établir ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Mécanisme de défense, le principe, c'est que c'est inconscient. Donc la personne, elle n'est pas en train d'agir de telle sorte pour provoquer, c'est quelque chose qui n'est pas choisi et qui est mis en place par le psychisme parce que, pour X raisons, on ne serait pas en mesure de gérer l'effondrement émotionnel que ça représenterait de prendre conscience, par exemple, de ce qui se passe ou de l'impact de telle catastrophe, etc. Alors, souvent, les mécanismes de défense, on va les retrouver. Quand on parlait de la collapsologie, là, on parlait des stades 3 et 4, ceux où on prend conscience que tout est interconnecté. Donc, souvent, les mécanismes de défense, on les retrouve juste avant de prendre conscience, en fait, de l'ampleur de ce qui nous concerne et du fait que toutes les espèces sont ensemble dans le même bateau et que tout avance ensemble, quoi. Comme mécanisme de défense, eh bien, on va retrouver l'inattention sélective, c'est-à-dire, ça c'est, je me coupe des infos qui me plaisent pas. C'est je regarde ce qui m'intéresse et je regarde plus, en fait, ce qui va m'angoisser. Le biais d'optimisme, ça c'est général, hein, c'est pas que pour l'éco-anxiété. Hein, si ça vous parle pour d'autres choses, c'est parce qu'en fait, c'est général. Le biais d'optimisme, c'est oui, t'as raison. Non, mais t'as tout à fait raison. D'ailleurs, je suis d'accord. Mais tu sais, en fait, moi, j'ai quand même plus de chance que les autres parce que dans ma famille, depuis des générations, ou parce que on est en France. Enfin, en France, ça va. On n'est pas dans les pays. L'ours polaire, il est super loin quand même. On est en France. Ça, c'est le biais d'optimisme. Le biais d'optimisme, c'est très compliqué parce que ça veut dire que pour la personne, c'est toujours très loin, en fait. Ça peut pas la toucher pour X raisons. Les mécanismes d'habituation, alors ça, c'est ce qu'on reproche un peu justement à l'histoire de l'ours polaire, là. Et c'est ce qu'on reproche aussi, vous savez, quand on voit les photos sur les paquets de tabac. Alors ça, on sait que les images, ça marche pas du tout, en fait, pour sensibiliser les gens. Parce qu'on a un mécanisme qui se met en place très vite, qui est celui de la désensibilisation. C'est-à-dire que les images, on s'y habitue, on les voit même plus. Et on a beau en mettre vraiment de pire en pire et affreuses, eh bien, comme on s'est habitué aux précédentes, ça fait absolument pas l'effet escompté. Et en l'occurrence, le mécanisme d'habituation, c'est, oui, non, mais de toute manière, tout va mal, hein. Enfin, on le sait, hein. Donc ça de plus ou ça de moins.
Un glacier qui fond, mais ça fait des années qu'on nous dit que les glaciers fondent. Non. Donc, désensibilisation, attention, on peut tomber un peu dans tout ce qui est complotisme, rapidement, désensibilisation. Si on est vraiment dans ce mécanisme-là, parce qu'on se dit, il faudrait arrêter 3 secondes. Moi, il y a 20 ans, ma grand-mère, elle m'a dit qu'en mai, il faisait déjà 30. Hein. Donc, je vois pas où est le réchauffement. Mais on me l'a dit quand même, hein, cette semaine. Voilà. Et nous, on se pince la cuisse des fois, pour rester calme. Le déplacement, c'est vous qui avez un problème. Faut arrêter de lire tout ça. Hein. Faut arrêter de vous sentir responsable de choses qui vous concernent pas. Hein. Le déplacement, c'est la personne qui retourne tout contre vous. Elle n'y est pour rien. Et par contre, on est bien d'accord qu'elle fait pas exprès, ça la protège de tout ce que ça engendrerait sur le plan émotionnel pour elle, d'être dans le même état d'esprit que vous. Et la projection, c'est « Ah, j'ai inversé ». Non, le déplacement, c'est le problème est ailleurs. Le déplacement, c'est par exemple le problème, c'est les industries en Chine. Projection, c'est je projette sur l'autre. Logique. Bon. Donc ça, c'est le mécanisme de déni et tout ce qui nous défend. Ça va? Ok. Quand on parle d'éco-anxiété, alors je vous décris autre chose, parce qu'en fait, je me suis dit, de quoi ils auront besoin? Ils auront besoin de termes pour nommer leur ressenti, parce que quand même, ça légitime et ça montre qu'on peut le travailler et que ça existe. Et éventuellement, comment on fait pour le travailler? Mais on n'aura plus de temps, visiblement. Donc on débordera un peu. La dissonance cognitive, c'est hyper important comme concept dans l'éco-anxiété. La dissonance cognitive, c'est le sentiment extrêmement désagréable d'avoir soit des valeurs qui se confrontent, soit de ne pas pouvoir ajuster son comportement aux valeurs que l'on a, ou encore d'être dans un environnement qui prône des valeurs avec lesquelles on n'est plus en accord. La dissonance cognitive, on dit que c'est un conflit interne qui crée un déséquilibre cognitif. C'est-à-dire qu'en gros, pensée, émotion, valeur, c'est plus aligné. Donc c'est le bazar. Et quand c'est le bazar, eh bien, il y a des choses qui vont amplifier le bazar. Donc par exemple, toutes les injonctions paradoxales qu'on peut nous faire, ça va amplifier comme ça la dissonance cognitive. Et les conflits de loyauté. Alors conflit de loyauté, c'est ma collègue, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidée, donc j'ai vraiment de la loyauté envers elle, par exemple. J'ai de l'attachement, et puis pour telle et telle compétence professionnelle, elle est dans mes valeurs et je l'estime. En revanche, par exemple, elle a un mode de consommation et des choix sur tels et tels aspects engagés ou politiques qui sont pas du tout en accord avec les miennes. Et donc du coup là, quand je dialogue avec, bah, c'est comme si j'ai deux parties à l'intérieur de moi. Il y en a une qui dit « je t'aime bien » et une qui dit « mon Dieu, comment je peux écouter ce que tu me racontes, c'est absolument horrible ». Et donc là, la dissonance cognitive, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Les psychologues disent « vous pouvez changer vos convictions ». Voilà. Puis vous nous laissez tranquille, s'il vous plaît. Non, vous pouvez changer vos convictions. Donc là, évidemment, c'est pas forcément la solution, mais ça peut. On ajuste son comportement. Et là, dans ajuster son comportement, ça veut dire aussi, on réussit à s'affirmer de manière adaptée. Donc si on a les outils, là par exemple, on utilise la communication non violente pour s'affirmer là-dessus. Et là, du coup, on est dans un échange d'égal à égal. C'est-à-dire que sur les thèmes de l'écologie, ce qui est délicat, c'est de ne pas infantiliser l'autre, de ne pas bombarder l'autre d'informations parce que ça sert à rien en fait. Hein. La personne, elle en est là où elle en est et le risque juste, c'est de la désensibiliser encore plus. On est dans, comment je vais lui exprimer que, par exemple, avec tel choix, je suis pas d'accord, mais en gérant moi ma colère ou ma tristesse pour que ce soit entendable et que ça mette pas la relation en danger, la relation. En gros, on fait du gris, quoi. Voilà. Par rapport à la dissonance cognitive, c'est là, alors je m'assois un peu, c'est là où on rentre du coup dans un travail un peu sur soi-même. Carrément sur soi-même, en fait. Là, notamment depuis le Covid, on dit beaucoup quand même, la crise planétaire à tous les niveaux, ça engendre des crises existentielles chez les gens. Et c'est très bien parce que du coup, les gens, ils se questionnent profondément sur quelles sont mes valeurs. En fait, j'ai plein d'émotions.
Si je les enferme dans une boîte ou dans une salle, eh ben, une émotion, c'est comme si on enferme un enfant derrière la porte. Là, je ferme la porte, je lui dis « tu m'attends », il va taper à la porte. Je lui dis « non, non, t'attends, j'ai pas envie de te voir maintenant », il va taper encore plus fort à la porte. Ça dépend jusqu'à quel âge, ça dépend des enfants, ça. Moi, je suis spécialisée avec les enfants. Donc, ça peut être très tard, jusqu'à 18 ans, ne vous faites pas de soucis, le cortex préfrontal n'est pas mature. Chez les hommes, il arrive à maturité autour de 30 ans. Chez les femmes, 24 ans. Données scientifiques. Bon. Donc, l'émotion qui est comme l'enfant, plus on la met de côté, moins on la ressent, et en fait, plus elle vient nous embêter, et plus elle essaye de passer par la fenêtre, de défoncer la porte, de glisser sous la porte. Enfin bon, en fait, elle revient et elle vous embête, jusqu'à temps que vous vous soyez dit, ok, j'ai une émotion, je vais l'accueillir, et puis je vais, en fait, juste pouvoir passer au stade d'après, parce que j'ai vécu cette émotion et que je l'ai accueillie. Et dans la dissonance cognitive, eh bien, un des premiers travails, c'est un peu ça. C'est de se dire, OK, le comportement de telle personne, il m'agace, pourquoi? Ça touche quelle valeur? Après, on va revenir un peu à comment on comprend quelles sont nos valeurs. Ça réactive quelle émotion, quelle sensation? Est-ce que j'y mets autre chose qui m'appartient et qui potentiellement n'appartient pas à la personne? Parce que ça peut aussi être le cas. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, on travaille sur les valeurs et sur les émotions et que je vous fais le lien avec comment on fait derrière. Alors, la dissonance cognitive, il y a quelque chose qui marche pas bien mais qui peut être temporaire, c'est justement la rationalisation. C'est l'idée de se dire, bah, j'ai deux parties de moi qui s'opposent, donc je les fais dialoguer et je fais du gris. Par exemple, ok, j'irai avec eux à tel endroit que je ne supporte pas parce que c'est un lieu d'une grande surface ou parce que ça correspond pas du tout à mes choix et mes valeurs. Mais par contre, ce week-end, je vais au festival Lyon Zéro Déchet. Bon, bah, ça s'annule, en fait. Ça fait du gris. Le gris, ça tient un moment. Donc, si vous voulez faire du gris, ça peut aller un petit moment. Après, ça marche plus. On est obligé d'écouter ces émotions quand même. Le rôle de l'émotion, c'est de vous dire quelque chose à l'intérieur de vous et vous êtes censé la comprendre et l'accueillir parce que ça vous renseigne et ça vous dit ce qui est bon ou pas pour vous et ce qui est adapté à vous ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur parce que potentiellement quand on écoute ces émotions, il y a un moment pendant lequel on va moins bien que quelqu'un qui n'a pas écouté ses émotions, forcément. C'est juste que dans la construction de soi et sur le plan psychique, c'est bien plus constructif parce qu'on peut arriver au stade d'après. Sinon, on va bien, mais on reste bloqué au stade d'avant. Donc, il y a des moments où on va bien et des moments où on va pas bien du tout. Alors, ah oui, je vous avais remis la communication non violente, ça vous parle ou je vous fais un exemple? Ça vous parle? On passe? Ouais. Ok. Donc, quand on parle d'éco-anxiété, on se laisse le temps de traverser la tristesse, on demande de l'aide si on en a besoin, et lorsqu'on arrive à l'acceptation, eh bien là, on a la question cruciale qui est, ok, en fait, quelle place j'ai envie de prendre? Pas où est ma place, hein. Quelle place moi j'ai envie de prendre? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et ça semble un peu abstrait, mais en fait, on peut pas le nommer bien mieux qu'en disant, il faut trouver en fait le sens, c'est-à-dire un peu le fil rouge de ce qui va faire évoluer les comportements et donner une forme de trame. Et la question du sens en parallèle de la régulation émotionnelle, eh bien, ça va en fait nous aider à revenir à un état moins anxieux, moins triste. Voilà. Alors, sur les valeurs, je vous redonne une expérience, enfin, je vous la raconte vite fait, qui est hyper connue. Je vous la raconte quand même au cas où. C'est le fameux professeur, il y a une vidéo, donc moi je sais pas mettre des vidéos sur les PowerPoint, mais vous pourriez la regarder, hein, elle dure 2 minutes 50. C'est le professeur à Harvard, je crois, qui arrive avec un gros pot, qui dit à ses étudiants, je mets des balles de golf, hop, il remplit le pot, à votre avis, est-ce que c'est plein? Ben oui, ben non, il met des cailloux, est-ce que c'est plein? Oui, bon, il met du sable, est-ce que c'est plein? Non, et après, comme il est sympathique, il met de la bière, et là, après, c'est plein. Et il dit à ses élèves, ben, vous voyez, ça, le bocal là, c'est la vie que vous avez à vivre ici. Et les balles de golf, ce sont vos valeurs profondes, quoi. Donc, la santé, peut-être la famille, vous y mettez ce que vous voulez, c'est très personnel.
Les cailloux, ce sont les valeurs importantes, mais qui ne sont pas censées être au même stade que les balles de golf. Donc, par exemple, le travail, c'est peut-être un caillou, mais pas une balle de golf. Il faut bien avoir la métaphore en tête, hein, sinon ça va faire bizarre. Et surtout, il leur dit, réfléchissez à l'ordre dans lequel vous mettez tout dans le pot, puisque forcément, si vous commencez par le sable, eh ben, il y aura plus de place pour les balles de golf et encore moins pour les cailloux. Donc, il faut bien commencer par les balles de golf. Et donc là, on se dit, bon ben, dans votre quotidien, faites-moi un camembert, là, qu'est-ce que vous faites? Bah, 60% je suis au boulot, 10% je suis en course, il y a les rendez-vous des enfants, le week-end on va se balader, voilà. Bon, ok. Et qu'est-ce qui est important pour vous? Ah, bah, l'écologie, la santé, m'informer, tout ça. Ah oui, et vous le faites quand? Bah, parfois en vacances, le soir, j'ai le temps, 1 heure, un peu vite fait. Sinon, j'ai des copains qui le font super bien, ils me donnent les infos. Bon, d'accord. Et du coup, on leur fait comparer les camemberts, hein, c'est hyper simple. Et ensuite, on dit, ben, regardez, maintenant, quel choix on fait, en fait? Et c'est là où on disait tout à l'heure, jusqu'à quel point on assume, en fait, de rompre avec la société actuelle et les normes ou pas. Comment on fait? En fait, vous vous plaignez de telle et telle chose. Là, ce qui aurait du sens pour vous, c'est de travailler avec vos mains. Ce qui aurait du sens pour vous, c'est d'être plus en lien avec les autres. Vous êtes dans un bureau tout seul et vous êtes au téléphone 80% du temps. Donc, ça veut dire que vous changez de voie professionnelle, en fait, déjà. OK. Vos enfants, vous les déposez à 8h, vous les récupérez à 18h30. Ben non, vous n'avez pas le temps de cuisiner. Alors, comment on fait, en fait? Vous voulez consommer local? Ah ouais, il faut rentrer quand les magasins ils sont encore ouverts. Alors, quelle décision vous prenez? Ben, on peut plus les laisser à la garderie. Bah non, donc et en fait on reprend comme ça et on détricote et c'est là où on imagine les montagnes russes émotionnelles, hein. Parce qu'au début, même moi quand je l'ai fait, on voit les camemberts, on n'est pas très content, hein. Mais derrière, comme on a fini notre deuil et qu'on est dans l'acceptation, on peut se dire bon bah finalement, je vais mener une réflexion sur mes choix de vie. Ça n'a pas besoin d'être fait là d'un coup. Ça n'a pas besoin d'être le fruit d'actions impulsives. Surtout, on sort de l'impulsivité, de l'engagement ou des prises de décision et on pense et on élabore et on se dit ok, ben je vais réfléchir à comment je peux restructurer les choses pour que ça ait du sens et que je puisse trouver ma place. Bon, ça doit vous parler. Ce qui est hyper important et après la fin en fait, c'est là-dessus. Je vous dis parce qu'il est 17h donc. Moi qui reçois pas mal de personnes engagées dans des associations de bénévoles et tout ça, ce qui est hyper important à un moment donné, c'est vraiment l'aspect de prendre soin de soi et de rester en accord avec ok, ce qui a du sens pour nous et nos valeurs, mais en ayant du temps, ça peut paraître bête, mais pour se ressourcer, pour pas être surchargé, de pas prendre 1 tonne de responsabilité dans 6 assos qui sont hyper passionnants, sauf qu'en fait, on n'a plus 1 seule minute. Et ça, c'est très, très important, notamment à mettre en lien avec tout ce qui va être de l'autocompassion et du lâcher-prise. Alors, autocompassion, lâcher-prise, vous faites votre propre sauce. Selon les courants de pensée, ça peut être proche de ce qu'on va retrouver, peut-être dans du bouddhisme, peut-être dans de la sophrologie, peut-être dans de la pleine conscience, là on en parle un peu, peut-être dans de la méditation ou dans des courants un peu philosophiques. Ça peut paraître aussi très à la mode en fait, et ça nous dessert un petit peu, parce que finalement, quand on parle de régulation émotionnelle, on est en partie autour du lâcher-prise et de l'indulgence envers soi-même. Ça veut dire que ce qui va compter pour pouvoir réguler notre éco-anxiété, c'est de mieux se connaître à un moment donné. Et alors, pour mieux se connaître, on peut se représenter. Nous, souvent, on a ce tableau-là, on se dit, OK, il y a les pensées, les comportements, les émotions. OK? Et après, on travaille avec l'un ou l'autre des cercles, en fait. Alors, ça, c'est déjà du psycho-psycho, mais ma foi, ça vous donne des outils, hein. Donc, si vous adhérez, vous adhérez. Si vous adhérez pas, je suis intéressée de vous entendre aussi. Enfin, dans tous les cas, je suis intéressée de vous entendre. On va travailler sur ce qu'on appelle les pensées. Donc, pensée, comme nous, on aime bien les termes, on dit pas pensée, on dit cognition. Voilà. Et, parce que cognitif. Et une cognition qui est gênante, on dit un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est une cognition qui est habituelle, que donc on a souvent,
et qui nous dérange, sauf qu'on n'a plus d'action dessus parce qu'elle est devenue habituelle. Donc, dans les cognitions, on a notamment la surgénéralisation, c'est la personne qui a raté une performance et qui généralise. Donc là, on a un terrain de perfectionniste. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'éco-anxiété, on a en partie un terrain de perfectionnistes et de gens particulièrement sensibles et empathiques. Pas de généralité, mais en partie, j'observe qu'il y a certains éléments autour de ça. La lecture de pensée, c'est un biais cognitif aussi. C'est tout ce qu'on fait dans notre tête en pensant interpréter ce que l'autre est en train de se dire en nous regardant et où plus d'une fois sur deux, on se trompe, mais comme on est sûr de nous, on s'en rend pas compte. L'abstraction sélective, c'est sur toute une journée qui s'est bien passée, je me concentre sur la demi-heure qui était moins agréable. Et ce à quoi je vais penser avant de m'endormir, c'est la demi-heure moins agréable et pas tout le reste de la journée. Et d'ailleurs, par rapport au biais cognitif, on sait qu'au-delà de 20 minutes avant l'endormissement pendant lesquelles vous réfléchissez, vous faites ça plus de 3-4 mois là. Vous pensez 20 minutes avant de vous endormir à des choses négatives avec un biais cognitif. Votre cerveau, il a associé « Ah, je suis dans mon lit, je peux réfléchir à des choses qui sont des biais cognitifs et négatifs. » Donc, on dit bien aux patients, au bout de 20 minutes, surtout si vous dormez pas, vous vous relevez parce qu'il faut couper les associations et surtout si vous avez identifié que c'est un biais cognitif, le plus gros du travail là-dedans, c'est d'identifier quand on est en train d'en avoir un. Donc, surgénéralisation, ça va être par exemple, les gens comprendront jamais, non mais tous les politiques sont des pourris. Ça, c'est de la surgénéralisation, ça fait pas avancer le débat, mais en plus, ça vous met dans des émotions qui sont hyper négatives. Abstraction sélective, je vous l'ai donné. Ah oui, il y a tout ce qui est de la personnalisation. La personnalisation, c'est penser que ce que font les autres est lié à soi. Par exemple, quelqu'un tombe, ah non mais j'aurais pu lui dire qu'il y avait un caillou là. Je suis désolée que tu sois tombé. Ça, et ça, c'est très bon pour l'éco-anxiété, ça. Non mais ça, c'est fantastique. Alors, quand on fait ça, c'est qu'on avait déjà un terrain à le faire un peu avant sur d'autres choses. Donc, quand on travaille l'anxiété avec les personnes, on dit déjà, allez identifier les biais cognitifs, parce que c'est comme un filtre qui fait que vous analysez plus de manière objective la réalité, sauf que comme en plus vous en avez pris l'habitude, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Et je vous donne un autre outil rapide, c'est ce qu'on appelle les drivers. Les drivers, ça va vous aider à vous connaître un petit peu. Les drivers, donc c'est issu d'un courant qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Et quand on travaille sur ces valeurs et comment on accueille ces émotions, c'est important de se situer par rapport à ça d'après moi. Les drivers, ce sont les pensées et les croyances inconscientes qu'on a qui orientent nos comportements d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, c'est le fruit de notre milieu familial, c'est le fruit de ce qu'on a vécu, de notre milieu actuel et de comment on est construit sur tous les pans, on va dire. Et dans les drivers, on a soit parfait, c'est celui qui a beaucoup entendu combien t'as eu et les autres, ils ont eu combien. Et là, tu pouvais pas regarder ce truc-là. Là, mais t'as vu tout le reste, c'est bon. Non, mais là, je vois que quand même, elle te l'a entouré en rouge, non? Ça nous donne un parfait adulte qui va être dans du soit parfait. Soit parfait, on va avoir des personnes qui vont ressentir une insatisfaction permanente de voir en fait ce qui n'a pas fonctionné ou dès qu'elles ont fait quelque chose, comme notre colibri tout à l'heure qui pourrait avoir du sens, qui vont revoir tout de suite ce qui ne va pas ou ce qu'elles n'ont pas eu le temps de faire par rapport à la liste impossible qu'elles s'étaient mises à faire sur la semaine, par exemple. Ça, c'est très en lien avec le perfectionnisme. Et on retrouve beaucoup l'idée d'avoir des exigences bien trop élevées par rapport à soi ou aux autres. Il y en a qui hochent la tête. D'être dans du perfectionnisme. Je ne vous regarde pas. Ben, j'ai pas les noms de famille, de toute manière. C'est confidentiel. Mon conjoint, au fond, il hoche pas la tête. J'attends quand il hoche la tête. Et on va avoir la peur d'échouer. Les avantages, ça va être qu'on va avoir des personnes, pour le coup, très loyales, très impliquées, avec beaucoup de rigueur, etc. Et justement, une forte propension à pouvoir s'impliquer et être dans l'engagement. Donc, on a un terrain par rapport à l'éco-anxiété qui nous concerne aujourd'hui. Le fait plaisir, c'est la personne qui a entendu « sois sage ». Non mais tu veux vraiment me faire plaisir, fais ça. S'il te plaît, fais ça parce que tu vois là, je suis tellement fatiguée. Ah, tu serais vraiment gentil si tu faisais ça. Et là, on va avoir des adultes qui auront très peur de décevoir,
qui auront du mal à s'affirmer, qui auront du mal à dire non, et avec notre éco-anxiété, qui auront beaucoup de culpabilité, une forte tendance à culpabiliser et à personnaliser ce qui se passe autour d'eux. Alors, à chaque fois, il y a des points positifs, en fait. Par exemple, on aura en revanche développé de grandes compétences autour de l'altruisme, de l'empathie, de la capacité d'écoute, etc. Mais les limites par rapport au biais cognitif qu'on nommait, ça va être ces exigences-là. Sois fort, en gros, c'est tu peux pas pleurer. Sois courageux. Non, mais là, franchement, tu vas pas t'effondrer pour ça. Et voilà, ça y est, ils chouinent pour ce truc. Bon, voilà. Donc là, en fait, ce qu'on leur apprend, c'est tes émotions, ça fait pas avancer et en plus, c'est un peu pénible. Si tu pouvais, s'il te plaît, les exprimer ailleurs, ce serait bien mieux. Et on va avoir des adultes qui auront du mal à déléguer parce qu'ils ont toujours pris l'habitude de prendre beaucoup sur eux, que ce soit sur le plan émotionnel et sur la régulation, qui vont être dans la peur, qui vont avoir tendance à aller au conflit, qui vont préférer le travail en équipe, qui vont préférer le travail tout seul parce qu'en équipe, ils vont avoir du mal à communiquer. Là, sur la communication des émotions, c'est vrai qu'on n'a pas forcément appris comment faire, quoi. En revanche, eh bien, on a beaucoup de persévérance, on est capable de beaucoup prendre sur soi et on a beaucoup d'ambition. Donc c'est pareil, on s'engage dans une action avec un « sois fort », on tient, on craque. Mais on craque d'un coup, quoi. Bon. Fais vite, c'est la personne à qui on a beaucoup dit « dépêche-toi, t'es toujours lent, tu peux pas t'activer un peu, etc. » Et là, on a des gens qui vraiment bâclent tout, qui ont tendance à être impulsifs dans leur prise de décision et dans leurs actions. Et fais des efforts, c'est vraiment, on n'a rien sans rien. C'est normal de souffrir, fais-en plus, tu travailles pas assez, enfin bon, le sens du sacrifice quand même. Et là, on va avoir des adultes qui ont besoin de complexifier, qui ont pour le coup du mal à profiter des plaisirs simples. Donc, être à l'écoute d'eux-mêmes et être dans le moment présent, ça demande du travail. Et ils vont avoir du mal à tenir sur la durée parce qu'ils vont plus rapidement s'essouffler. Le but dans tout ça, c'est juste de prendre conscience un peu de sa structure, de comment on est sur l'anxiété et sur les biais cognitifs, pour essayer de s'en débarrasser un peu et d'évoluer là-dessus. Et par rapport notamment à l'éco-anxiété, eh bien, on parlait de crise existentielle tout à l'heure, etc. Alors, je vous le dis tout de suite, on peut... Après, c'était fini là. On peut parler du concept de méditant militant de Maxime Heger. Alors, Maxime Heger, c'est un écothéologien qui a travaillé de manière assez spirituelle, on va dire, sur comment on articule ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est-à-dire comment on conçoit qu'on est en fait dans une espèce qui cohabite avec d'autres espèces et comment on s'engage, mais en étant dans une aspiration vraiment d'être en harmonie avec la terre et la nature de manière bien plus générale que les actions qu'on mène, c'est-à-dire presque en le ressentant tous les jours. Et donc en fait, on va cultiver des ressentis, la sobriété, la gratitude, l'espérance, vraiment des choses en partie autour du coup de la pleine conscience ou d'autres courants qui pourraient vous amener à vous dire par exemple bah là, stop, vous vous arrêtez, vous fermez les yeux, vous faites un scan de votre corps, comment ça va, qu'est-ce qui vient comme image, qu'est-ce que vous ressentez. Ok, ben l'émotion, là, qu'est-ce qu'elle a à vous raconter? Ben laissez-la parler, vous l'écoutez. Voilà, on est dans quelque chose qui est très en lien avec vraiment le fait d'être dans le moment de présent et de se reconnecter avec des choses hyper sobres, mais très en lien avec nous-mêmes et avec l'environnement, en fait. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on a décrit, eh bien, la question de l'écologie, elle invite à être dans cette relation à la nature et à la terre, et du coup, à employer de plus en plus ce chemin-là quand on passe en fait au stade de l'action, quoi. Alors, sur le lien avec la nature, on a des chiffres terribles qui montrent qu'on est plus de 85% pour une partie de nous en intérieur et que nos enfants sont de plus en plus enfermés. Et que donc, tout ce qui est autour de la prise de contact avec son corps et justement avec la connexion au ressenti, c'est mis de côté, ou en tout cas, c'est pas dans la priorité des valeurs qui sont forcément transmises, ni dans certains milieux scolaires, ni dans certains milieux familiales.
Donc l'idée, c'est pas de dire c'est pas bien, c'est de dire éventuellement, est-ce que vous voulez essayer de faire ça et on apprend ensemble et on voit ce que ça donne. Et en fait, c'est pas toujours agréable, mais on est vraiment dans la question de l'harmonie. Et ce concept de méditant-militant, c'est vraiment l'idée de l'harmonie et de retrouver du sens pour pouvoir être en accord avec tout ce qui se passe autour de nous. Et bien sûr, dans le chemin de l'action, on a aussi tout ce qui va être de la transmission. On dit beaucoup donner envie mais pas convaincre, c'est-à-dire habiter vos propres choix et vos sensations, mais vous usez en énergie pour convaincre et envoyer des mails et faire passer les chaînes d'infos. J'ai pas de stats là-dessus, mais je pense que en fait les effets bénéfiques sont assez faibles. En revanche, si vous allez bien, parce qu'en fait toute la semaine vous êtes en accord avec vos valeurs, vous n'avez pas besoin d'attendre les vacances, et ça c'est votre quotidien, alors là vous aurez fait un gros travail sur vous et on aura travaillé sur une partie de l'éco-anxiété. Donc la pleine conscience, c'est un des mouvements. On a la méditation, on en a plein d'autres. Je vous dis pas que pour aller bien, il faut méditer. En revanche, ce que je vous dis, c'est que le fait de prendre conscience de son fonctionnement, d'être plus à l'intérieur de soi et sur le plan émotionnel, ça permet un mieux-être. Et surtout, à la base, en fait, on a quand même beaucoup de pensées négatives. Qu'on soit anxieux ou pas, je crois que c'est 80% qui font ça de pensées qui, à la base, sont négatives. Et du coup, en fait, c'est un travail juste de fonctionner différemment et de leur donner moins de place et d'être attentif à autre chose. Voilà. Et par rapport au groupe d'appartenance, alors, hyper important, bien sûr, de s'entourer de gens qui, du coup, véhiculent les mêmes valeurs que nous et d'avoir une communauté pour trouver sa place. Vigilance à pas être envahi par le fait d'être, par exemple, sans cesse en train de parler des sujets préoccupants. Il y a des stades de l'éco-anxiété où le fait d'être qu'avec des gens qui sont intéressés par ces domaines-là et avec lesquels on va parler de ça, c'est plus du tout aidant. Donc, dans la relation, c'est super de se dire non, mais là, on va se voir à midi, mais par contre, s'il te plaît, il y a le rapport du GIEC, on n'en parle pas, on l'a toutes les deux lu, on va parler d'autre chose. Voilà. Ça, c'est quand même super important pour pas se laisser complètement submerger par les infos. Et donc, à la fois les éco-anxieux, les bénévoles, enfin tout le monde qui est préoccupé et qui s'intéresse à ce qui se passe en ce moment, une clé qui est loin d'être de l'égoïsme, c'est vraiment de prendre soin de soi et de réfléchir à la manière dont on structure et on s'engage. Et c'est là où on devient résilient. Et donc là, je vous refais pas une demi-heure sur la résilience. La résilience, c'est un terme qui est physique à la base, qui est utilisé en psycho et dans d'autres domaines depuis le XXe siècle, là. Résilience, c'est comment je me remets d'un trauma et comment je me réorganise pour aller mieux. Donc on en parle dans les milieux naturels, typiquement Tchernobyl, on dit les humains sont partis mais on a telle race animale qui sont revenus. Alors en l'occurrence, les études sur la résilience et Tchernobyl, ça porte pas sur la possibilité de l'espérance de vie des animaux dans ce lieu-là. Ça porte sur comment, en fait, l'écosystème s'est reconstruit à cet endroit-là suite au choc traumatique. Et on sait que, voilà, la nature, lorsqu'elle n'est pas trop déséquilibrée, et surtout quand elle est très riche à la base, elle peut être très résiliente. Et nous, nous, selon notre éducation et ce qu'on a vécu, on n'a pas le même potentiel de résilience. En revanche, on peut tous le faire monter et trouver des issues, travailler sur soi, se poser des questions, tout ça. Là, je vous ai donné quelques outils. La base, c'est d'accepter ce qu'on traverse, comment on se sent, et ensuite on voit où on va. Voilà. Et là, je vous remets le PowerPoint du début, et j'ai fini. C'était dans le thème? Oui. Parce que personne ne m'a relu avant, alors. Alors, est-ce que vous avez envie de discuter ou est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout était clair? Oui. Alors, c'est par rapport au début sur les étapes de la solastologie. Oui. Où il y a l'étape pré-solastologie, oui. Où c'est le moment où c'est l'avant, entre guillemets. Et ça me pose la question, est-ce qu'en psycho, on considère qu'à partir du moment où on a reçu suffisamment d'informations qui nous affectent dans la raison comme dans les émotions, on va dire, ça réveille nécessairement autre chose. On bascule pas forcément. En fait, ça dépend à la base de ce qu'on sait des mécanismes de défense du patient.
Il y a des patients qui vont jamais rentrer dans la solastalgie malgré toutes les infos qu'ils ont, hein, parce que ils vont se renseigner sur une période brève, et puis en fait ils vont couper avec plein de mécanismes de défense. Et pour peu qu'ils soient dans un environnement familial et sociétal dans lequel la question n'est pas posée, on va dire que leur environnement proche les préserve, mais en revanche ce sera mis à distance. Donc nous on va se dire quand est-ce que ça lui ressort à la figure, quoi, parce que quand même les informations elles sont traitées. Ok, du coup, c'était pas tout à fait ça la question, merci pour le début de réponse. C'est plutôt, est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où on reçoit des informations, alors c'est normal de tomber dans un basculement, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un fonctionnement autre pour notre personne que de ne jamais basculer malgré les informations, malgré les affects, malgré tout ça? C'est là tout l'intérêt du coup du travail en psychologie là-dessus et des quelques ouvrages qui existent déjà. C'est que cette question-là, si on la décline à d'autres pathologies ou d'autres modes de fonctionnement, oui, c'est normal du coup du fait des connaissances de tomber dans la solastalgie. Oui, c'est normal même peut-être d'aller jusqu'à l'étape 5, d'être abattu et de s'en remettre. Mais selon son fonctionnement, oui, ça peut aussi être normal de pas tomber dedans et de tout garder à distance. Mais du coup, c'est toute la question du normal. Ça dépend du fonctionnement du patient. Et du coup, ça dépend de ce que lui, il tolère ou pas, de comment il se connaît. Moi, je vous dirais, non, c'est pas normal. C'est qu'il a un mécanisme de défense bien trop fort. Mais si lui, il me dit qu'en fait, il va bien et qu'il est adapté dans son environnement, je vais pas l'amener en thérapie de force. Mais après, c'est toute la question du normal et du pathologique et de qui estime que quoi est normal et pathologique. Oui, mais il faudrait un bouquin que là-dessus, en fait, par exemple. C'est une bonne idée. Je le ferai pas, mais je peux donner l'idée. Oui. Moi, je me pose la question aussi des tiers, c'est-à-dire des gens qui vont constater quelqu'un qui est anxieux, etc., de positionnement. Et je suis toujours partagée sur est-ce qu'on doit identifier, en parler, ou au contraire, c'est pas notre mandat non plus. Et je dis ça, par exemple, je suis enseignante, j'ai des étudiants qui peuvent être anxieux. Et des fois, j'ai envie d'en parler, et après, je me dis, c'est pas mon mandat. Et on peut faire des choses maladroitement, etc. Donc, comment on se positionne? Alors en plus, j'ai l'habitude de travailler avec des enseignants. Alors je sais comment ça peut être difficile de se positionner et on pourrait se dire que le cadre conceptuel de votre pratique, c'est de pas l'aborder. Sauf que moi, je trouve qu'actuellement, on a une partie des étudiants qui sont extrêmement isolés sur ces questions-là et que en fait, le seul fait d'avoir identifié un adulte qui potentiellement est réceptif et sensible à ces questions, ça peut beaucoup les aider. Donc moi, j'aurais tendance à dire, on sort du cadre conceptuel, on est dans de l'humain à de l'humain. Et après, dans la manière de l'amener, j'imagine qu'il faudrait ne pas être trop frontal et surtout ne pas parler d'éco-anxiété, mais plus de décrire, de dire j'ai l'impression que quand il se passe ça, peut-être t'as l'air un peu triste et ce qui va bien en général, c'est d'utiliser des médias ou des tiers. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu passer un bouquin à la Fnac, ça parlait un peu de ça te parle ou pas? Et du coup, en général, ça ouvre le dialogue. Et ensuite, selon la réaction en face, vous allez vite voir, en fait, si la personne, elle se ferme et elle estime, elle, que c'est pas dans le cadre de la relation et on arrête, ou si au contraire, en fait, elle parle. Et là, surtout, vous lui changez pas les idées, vous écoutez, quoi. Vous faites de la reformulation ou le psychanalyste à la fin, ah ouais, je comprends. Et souvent, on dit, la personne, elle va déjà mieux quand elle a pu dérouler toute sa pensée jusqu'à la fin, sans qu'on lui propose de conseils, sans qu'on cherche des solutions, sans qu'on émette de jugement et sans qu'on change de sujet. En réalité, dans les interactions des étudiants, c'est hyper rare. Les parents se positionnent pas toujours comme ça. Entre amis, on n'est pas toujours sur ce niveau de dialogue. Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai envie de dire, selon comment vous sentez, allez-y. Si vous avez déjà une sensibilité là-dessus et que vous êtes capable de l'identifier chez l'autre, c'est que vous avez déjà une sensibilité tout court. Donc forcément, vous vous faites confiance, quoi. Moi, c'est plus la crainte de faire des bêtises, des fois. Oui. Oui. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une bêtise d'avoir l'impression que quelqu'un va bien et de l'ignorer pendant 10 mois parce que c'est pas notre rôle? Enfin, c'est là où c'est que de la relation, donc il faut vraiment s'ajuster. Mais pour le coup, ça on l'aborde souvent parce que je forme des enseignants et tout ça. Et en fait, vous allez le sentir tout de suite en fait. Vraiment dans le rapport, même le non-verbal. Soit il se ferme et puis c'était pas l'objet et puis voilà. Après, c'est de créer le moment qui est plus dur parfois. À la fin d'un cours, ou c'est plus... ou alors, il faut en parler plus devant tout le monde et éventuellement, celui que ça intéresse, il vient vous voir à un moment.
Ça dépend aussi comment vous voulez vous impliquer et comment vous allez ne pas vous laisser manger par les émotions des étudiants et porter ce qui vous appartient pas, quoi. Ça vous fait 3 pistes. Réfléchissez. Voilà. C'est tout bon? Oui. La première fois que j'ai entendu parler d'éco-anxiété, c'était de la part de militants très activistes qui se sont rendus compte qu'à l'heure actuelle, ils n'avaient pas à faire grand-chose pour faire avancer leur cause. Et tout simplement, je me demande si c'est pas lié du coup au fait d'avoir cette culpabilité trop grande en fait, de quelque chose qui ne repose pas entièrement sur les épaules et l'asso de chacun. Ma question c'était est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus raisonnable de se partager cette culpabilité, de mieux accepter cette chose, mais tout en ayant conscience que ça reste quand même notre faute à tous, enfin à la société en général. Donc comment accepter ça et vivre avec ça finalement, sans mettre ça sur le tapis. Ouais, bah dans l'idéal, ce serait l'idéal, ce que vous décrivez, de réussir à se dire que c'est culpabilité partagée, que être dans la colère c'est normal, mais c'est pas censé durer tout le temps en fait, sinon on n'avance pas. Et que là, en fait, on a le choix. Soit on se dit que tout est foutu et on change rien et on reste avec nos affects. Soit on se dit, en fait, tant qu'on est là, on peut essayer de faire quelque chose. Même si on est collapsologue, on se dit, ça va s'effondrer. Ok, maintenant, comment on pense les processus dans l'effondrement et qu'est-ce qu'on fait renaître là-dedans? Et éventuellement, qu'est-ce qu'on construit, même si des fois, il y a le vertige de se dire, peut-être que dans 50 ans, le quotidien de nos enfants, ce sera absolument pas celui-là. Enfin, on leur demandera pas de choisir un travail, on leur demandera de comprendre comment s'organiser, de travailler la terre, de trouver de l'eau, de s'organiser en communauté. Peut-être que ce sera ça, mais voilà. Et on part du constat que, ok, c'est la faute de tout le monde, mais souvent dans l'éco-anxiété, comme vous dites, il y a une culpabilité qui est énorme et qui est unique. C'est vraiment la personne qui, si elle mange une saucisse à un barbecue, elle culpabilise de plus d'une semaine, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est pas drôle. Non, mais c'est ce que décrivent les patients. Enfin, mais oui, il faudrait partager la culpabilité. Je remettrai votre phrase dans une slide, je pense. Il faudrait partager la culpabilité. Mais il y a des gens qui culpabilisent pas assez, et du coup, ceux qui culpabilisent, ils culpabilisent pour deux. Des fois, nous... Ouais, on le constate, c'est un peu ça, ouais. Je vous ai pas trop plombé? Ça va? Oui, je reviens sur la présentation du deuil, les différentes étapes. Oui. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est pour moi, il me semble que je suis dans l'acceptation, puisque je me suis lancée dans l'action pour trouver des solutions et me faire bouger un peu autour de moi. Mais je ressens toujours de la colère qui, en fait, me booste finalement un peu, moi, je trouve, dans mon action. Ouais. Parce que l'acceptation, ça me paraît un terme un peu bizarre, dans le sens où on accepte notre environnement alors qu'on ne l'accepte pas du tout. Oui, et du coup, là, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand on parle d'éco-anxiété, souvent on dit l'acceptation, c'est pas du fatalisme en fait. C'est pas on lâche prise, on fait rien. Ce qui est possible aussi, c'est que parfois, en fait, avant la fin du processus, pour gérer l'émotion, on se met dans l'action. Et là, par exemple, on peut se mettre dans l'action en étant encore dans la colère. Je dis pas que c'est votre cas, mais ça peut tout à fait être possible. Et là, nous, par contre, on va être très vigilants à se dire attention à ce que la personne, elle prenne soin d'elle et qu'elle aille pas vers un burn-out pour le coup. Parce que la colère, c'est une super énergie. Sauf que vraiment, nous, ce qui compte, c'est de se dire ok, il y a les questions des valeurs, du sens et de comment je pense tout ça. Et après, bien sûr, en fait, dans le deuil, les étapes là, c'est vraiment pour montrer que l'émotion, elle est hyper maximale. Mais même, vous pouvez être par exemple sorti d'un deuil et ressentir de la colère. Enfin, ça veut pas dire que vous êtes forcément dans la phase de colère du deuil. Vous voyez ce que je veux dire? Après, là pour le coup, c'est hyper personnel. Ça dépend comment vous vivez votre colère, quelle intensité c'est, quelle prise de décision ça vous fait prendre. Voilà. La colère retournée contre l'autre, en tout cas, on sait que c'est pas forcément productif. Mais la colère pour agir et aller vers quelque chose, c'est plutôt constructif. Après, sur le plan neurobiologique, l'hormone qu'on sécrète quand on est en colère, 1 minute de sécrétion d'hormones de colère, ça met 1 heure à s'évacuer.
Et on sait que c'est pas hyper bon pour le fonctionnement de tout le préfrontal et tout ça. Donc on dit aux patients, ben, si vous pouvez faire la même chose mais en étant sain, plus détendu et serein et tout ça, ben c'est bien, mais en fait il n'y a pas d'idéal non plus et on fait tous de notre mieux. Et si la colère elle vous déborde pas et que c'est votre équilibre, on n'a pas de définition du normal dans la colère, quoi. Mais c'est pas forcément la colère du deuil, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que en fait, en psycho, on fait des concepts pour essayer de mettre des mots sur des mots, en gros, et d'avoir un cadre conceptuel, de légitimer et d'accompagner. Mais dans le concept, en fait, ce qui est intéressant, c'est de dépasser le concept. Dans le concept, il y a toujours des fluctuations, il y a toujours des différences selon les personnes, c'est jamais ressenti de la même manière. C'est vraiment le ressenti qui compte. Ça, c'est plus une grille. Par exemple, pour telle personne qui va se dire ah, mais je suis alertée pour mon amie ou ma collègue, peut-être qu'elle est éco-anxieuse, j'ai lu ce truc, peut-être que ça va vraiment pas bien, alors qu'est-ce qu'elle pourrait vivre? Ça donne un peu comme une grille, quoi. Mais ça n'a pas pour vocation de définir par exactitude ce qu'on ressent. Hein. Ouais. Puis là, j'ai fait une flèche parce que je sais pas trop me servir de PowerPoint. Mais en fait, faudrait imaginer que les lignes, elles sont pas comme ça. C'est beaucoup plus... C'est du nuage entre. Ben oui, puis il y a les montagnes russes. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai écrit en dessous. Parce que je savais pas mettre les montagnes. Non, mais j'ai pas fait de dessin, quoi. Mais faudrait imaginer du nuage entre les étapes et des fluctuations dedans. Si quelqu'un fait du dessin pour me le faire pour mon prochain PowerPoint, je veux bien. Oui. Sur le passer à l'action. Oui. Voilà, j'ai fait un choix. Oui. Voilà, mais je me souviens, enfin je sais que de passer à l'action c'est parfois difficile parce que même quelle est l'action qui va avoir le plus d'impact? Et ça, moi je me suis posé la question pendant longtemps et je suis pas encore sûre d'avoir fait le bon choix parce que je ne sais pas si mon action va vraiment avoir d'impact. Oui, mais de l'impact pour votre environnement ou pour vous? Pour l'environnement. Alors c'est là où peut-être faut vous demander pour vous. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qui va avec votre organisation de manière générale? Qu'est-ce qui peut être gérable dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous fait être la mieux possible quand vous vous engagez? Et on sait bien que tout est complètement intriqué et que ce serait trop facile de dire ah bah première étape, vous arrêtez de manger de la viande, c'est super bien. Vous voulez vous engager plus, vous faites ça. Enfin, là c'est là vraiment où on encourage les bénévoles à se dire ben tout joue. Comment l'organisation, elle est faite au niveau de la hiérarchie, comment les personnes, elles vous parlent, comment le type d'action, ça vous parle, mais à vous, pas selon l'environnement, pour vous. Si vous voulez ce qui a le plus d'impact pour l'environnement, je suis même pas sûre que quelqu'un le plus calé puisse vous répondre. Enfin, par contre, pour que vous teniez dans la durée et que vous soyez bien, avoir répondu selon vous, alors là, c'est le plus précieux, quoi. Vous voyez ? Faut faire en fonction de vous. Et c'est là où les gens qui sont éco-anxieux et qui ont un peu ce profil à s'engager, parfois ils n'ont pas l'habitude de se dire mais pour vous, bah c'est pour l'autre. Bah non, ça il faut le penser pour vous en fait. C'est ce qui fait qu'après on tient sur la durée et on prend soin de soi. Ok. De rien. Eh ben merci beaucoup.